femmes et des jeunes filles à travers de nouvelles technologies. Pour cela, nous avons diverses activités. Nous avons des activités de sensibilisation, nous avons des activités de formation et nous avons aussi des activités dans lesquelles nous mettons notre compétence et nos compétences dans le numérique au service d'autres causes telles que les violences basées sur le genre. Nous avons des programmes de formation niveau débutant et niveau avancé. Nous avons aussi Moussodev Code Academy, qui est un programme de formation professionnelle qui dure 9 mois, soit 6 mois de formation et 3 mois de stage en entreprise. C'est un réel plaisir pour moi et pour toute l'équipe de se retrouver ici. Et nous remercions déjà les participants et les participantes qui sont connectés. Et nous remercions nos panélistes qui ont bien voulu nous accorder le délai pour venir avec nous sur cette thématique qu'est la lutte contre les VBG dans l'espace francophone à travers les nouvelles technologies. Sur ce, je vous souhaite une très bonne session et surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que nous sommes là pour ça. Et n'hésitez pas aussi, lorsque sera venu le moment de partager vos expériences afin que nous puissions sortir tous enrichis de cette session. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, nous avons 3 invités. Maître Nadia Myriam Bioulé, avocate au barreau du Mali depuis le 4 octobre 2006. Fondatrice de ERA Fondation, fervente défenseur du droit des femmes et des enfants. Elle est dotée d'un brillant parcours associatif. Maître Nadia a également occupé les postes de présidente de l'Association des jeunes avocats du Mali et présidente de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Maître Nadia, bonjour, bienvenue sur ce panel. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour. Je suis très heureuse de vous. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Si j'arrive, je peux aller à... Il y a un micro qui est ouvert. Un micro qui est ouvert. Si la régie peut nous aider à... Oui, je viens de les faire. D'accord. Alors, notre deuxième invité, lui, il est docteur, enseignant-chercheur, chargé de cours d'informatique à l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako. Il se nomme Amidou Togo. Il fut ancien directeur national de l'économie numérique et de la communication du Mali. Aujourd'hui, directeur de la technique et du contrôle de l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali. Docteur Togo, bonjour, bienvenue sur ce panel. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. OK. Merci. Et pour finir, nous avons Madame Aïchatoun Amadou Touré, qui est entrepreneur et présidente fondatrice de l'entreprise Co-Design. Elle est également écrivaine et secrétaire générale de Moussodev. Aïchatoun, bonjour, bienvenue sur ce panel. Bonjour, merci Kala pour l'introduction. Bonjour à tous et bienvenue. Merci. Alors, nous allons débattre de la lutte contre les VBG à travers les technologies en Afrique francophone. Déjà, ma première question s'adresse à Maître Nadia. Nous remarquons que la violence basée sur le genre VBG est une préoccupation omniprésente en matière des droits de l'homme. Mais comment expliquez-vous l'expansion de ce fléau, vous, en tant qu'avocate? Je vous prie de répéter la question. Je n'ai pas bien entendu à cause du son. Je disais,
La violence basée sur le genre est une préoccupation omniprésente en matière des droits de l'homme. Mais comment expliquez-vous l'expansion de ce fléau, vous, en tant qu'avocate? D'accord. Mais déjà, je vous remercie. Je remercie Moussodev et ses partenaires pour la tenue de ce webinaire, ô combien important, surtout lorsqu'il se place à l'aube du début de la campagne 2021 des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est une initiative à saluer et qui nous permet, selon le thème qui nous a été en tout cas donné, de faire une rétrospective un peu sur dans l'espace sous-régional francophone. Merci de nous avoir associés à votre question. Je pense que l'explication de ce fléau découle de beaucoup de facteurs endogènes et exogènes. Les facteurs endogènes sont les facteurs que nous-mêmes nous rencontrons dans notre vécu quotidien, dans ce que la société elle-même a installé comme norme, la société malienne, pour parler de celle-là que je maîtrise un peu, pour y être. Donc, ce que la société elle-même a installé comme norme entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, ce que notre culture nous enseigne en tant que norme, ce que nos traditions, nos us et coutumes, et c'est que comment il est. Ok, vu que Maître Nadia a des soucis de connexion, nous allons passer à la question suivante que je vais adresser au docteur Togo. Les statistiques montrent que de plus en plus de femmes sont victimes de harcèlement en ligne. Quelles sont les causes et les conséquences de harcèlement en ligne selon vous, docteur Togo? Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Merci bien. OK, donc à la suite de Maître Nadia, je remercie toute l'équipe de Moussodé pour nous avoir aussi associés à cet événement qui traite bien, qui traite donc, je disais, un thème d'actualité qui est le harcèlement en ligne. Et comme vous venez de dire, hein, donc le harcèlement en ligne, aujourd'hui, d'après la Commission nationale de l'informatique et les libertés de la France, hein, qui est l'équivalent de notre autorité de protection des données à caractère personnel, le définit comme étant le fait de recevoir des messages répétés dont le contenu est teinté de menaces, d'insultes ou de chantage. Donc, généralement, les auteurs de ces messages peuvent aussi demander de l'argent pour arrêter, exiger une rencontre ou demander des informations privées. Donc, on peut dire que le harcèlement en ligne se pratique par le biais soit des SMS, des réseaux sociaux, des messageries instantanées, des chats, des jeux en ligne, des sites de partage de vidéos, etc. L'objectif étant d'humilier ou de propager des rumeurs, des insultes, des menaces, des paroles d'intimidation, des propos diffamatoires, des chantages, etc. Et tout cela de façon répétée. Vous l'avez dit que les chiffres montrent que les femmes sont plus touchées que les hommes en ce qui concerne le harcèlement en ligne. Et maintenant, alors, la question, c'était de savoir quelles sont les causes et puis
Comment aussi se Les conséquences. protéger des conséquences. OK. Mm. Donc, les causes, elles sont multiples. Hein. Les menaces en ligne, comme je le disais tout à l'heure, de par sa définition, ça peut être de tout ordre. Ça peut être des types, qu'est-ce que je voulais dire? Le harcèlement, ça peut être, là où j'étais là. On parlait des causes, hein? Oui. Désolé, excusez-moi, j'étais en train Ouais. de regarder notre écran. Je suis à mon bureau, donc vous savez un peu ce que... Voilà. Voilà. Donc, je reviens en ligne. Juste une seconde que vous m'excusiez, je finis ça. Bien. On y va. Donc, pour se protéger donc, de du cyberharcèlement, je voulais dire, donc les conduites à tenir en multiples. Déjà, il faut limiter donc, les informations sur sa vie privée, donc sa vie privée même personnelle. On sait bien que nos sœurs aiment beaucoup partager leur vie privée sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller juste sur, aujourd'hui, un profil d'une de nos sœurs, on va trouver toutes sortes d'informations là concernant. Et tout ça, ça peut être cause du harcèlement en ligne. En fait. Donc, il faut diminuer les informations sur sa vie privée. Il est préférable de partager le minimum d'informations importantes et personnelles, car elles peuvent être utilisées contre vous. Comme on le dit tout le temps, hein, tout reste sur l'Internet. Les harceleurs peuvent retrouver les publications qui datent de la création de vos comptes ou voir les comptes précédents. De même manière, il ne faut jamais partager ce type d'informations dans des conversations publiques ou privées. Donc, il faut aussi, je disais tantôt, donc, réfléchir toujours avant de publier. Donc, il faut avoir toujours la conscience que les images de vous ou que les posts que vous publiez peuvent permettre à quiconque d'effectuer une recherche sur Internet et de vous retrouver ou d'utiliser ces photos ou posts que vous avez publiés sur votre compte ou sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour se protéger, il faut aussi, généralement, ce qu'on conseille aux gens, c'est de créer une boîte mail dédiée, c'est-à-dire que différent de votre boîte mail que vous utilisez pour vos comptes bancaires et autres. Donc, il faut une boîte mail dédiée pour les réseaux sociaux. Il faut aussi de faire extrêmement attention aux liens. Ne cliquez jamais sur les liens que l'on vous transmet par des chats, les forums ou par mail. Certaines personnes prétextent une connaissance ou bénéficier d'une promotion ou d'un bon plan pour vous. Insistez à cliquer sur un lien, ainsi pouvoir accéder. L'une des choses importantes aussi qui peut causer aussi le harcèlement et pour se protéger, c'est les mots de passe en fait. Il faut toujours choisir des mots de passe complexes et ne les communiquer à personne. Pour bien vous protéger, les mots de passe doivent contenir plusieurs caractères différents, donc les numéros, les lettres, les caractères spéciaux, les majuscules, les minuscules. Donc ça, c'est ce qui est conseillé de tout le temps. Et ils ne doivent surtout pas faire référence à une de vos données personnelles, notamment les lieux de naissance, les dates de naissance ou les événements marquants pour vous. Il est aussi conseillé de les changer régulièrement, notamment en cas de rupture ou de dispute avec un proche, et ne jamais utiliser un même mot de passe pour plusieurs comptes différents. Maintenant, les comportements qu'il faut adopter quand on est victime du cyberharcèlement.
Alors, donc là, c'est une liste de comportements que j'ai tiré du guide de défense face au cyberharcèlement qui a été produit par le Women in Games France en partenariat avec Loisirs Numériques. C'était 1, de ne jamais se culpabiliser, vous n'êtes pas responsable. 2, de ne pas s'isoler si vous êtes victime de cyberharcèlement. 3, c'est de ne jamais répondre. 4, il faut rassembler et conserver les preuves. 5, il faut bloquer et signaler la personne. 6, il faut modifier les paramètres. 7, il faut demander le retrait d'un contenu illicite. Donc, et le dernier, c'est de demander de l'aide auprès des spécialistes. Maintenant, bon, pour la question n'est pas à ce niveau, mais les voies de recours au Mali, ici, nous, dans notre cas, quand on est victime de cyberharcèlement, on a traditionnellement 2 voies de recours, donc, qui sont les saisines. On peut saisir l'autorité de protection des données à caractère personnel, donc notre autorité. Donc, à notre tour, nous ferons le nécessaire, mais on peut aussi saisir les juges pénaux. Bon, les juristes sont bien placés pour en parler, mais on a notre code pénal, mais on a aussi une loi portant sur la répression de la cybercriminalité au Mali, donc qui nous permettent de faire recourir aux juges. C'est des moyens qui sont mis à la disposition des juges en cas de cyberharcèlement. Je vous remercie. Merci. Merci pour ces réponses, Dr. Togo. Maître Nadia, est-elle de retour? Oui, je suis là. D'accord. On en était à l'explication de l'expansion du flow VBG. Oui, alors j'espère que la connexion sera très tolérante, pardon, avec moi. Alors, je disais que l'expansion des VBG avait donc des facteurs endogènes et exogènes. Et parmi les facteurs endogènes, il fallait noter notre société, nos traditions, nos us et coutumes et la traduction que nous faisons dans nos faits et gestes de tous les jours par rapport à la perception que nous avons de nos traditions, de notre culture. Et notre société est faite de telle manière que les usages font que la femme soit toujours subordonnée à l'homme, que la femme soit toujours mise à une échelle en deçà de l'homme en termes d'égalité de droits et en termes d'égalité d'opportunités et d'égalité de chances. On a déjà stigmatisé certains actes ou certaines situations, ou en tout cas on va dire certaines positions dans la société qui reviennent systématiquement à la femme, pendant que d'autres reviennent à l'homme avec plus de responsabilités, plus d'engagement. Alors que dans la pratique de tous les jours de la femme, on se rend bien compte que c'est la femme qui a normalement ce pouvoir qu'on essaie de lui arracher d'une manière ou d'une autre en lui déniant les droits les plus fondamentaux, notamment le droit à la vie, le droit à entreprendre, le droit à faire des études ou à travailler. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est une tendance qui change. Donc, cette explication qui retrouve sa source dans les profondeurs de notre société est telle qu'il va falloir vraiment réfléchir davantage à comment arrimer notre culture, qui est quand même notre valeur identitaire, au nécessaire équilibre entre les droits des femmes et les droits de l'homme.
on va dire comme ça, et de telle manière à arriver à une certaine égalité de droit, d'accès à la justice, de droit à entreprendre, une certaine égalité en termes de bien-être et en termes de pouvoir de décision et de pouvoir d'action pour la femme. Donc, passé ce postulat, on peut comprendre aussi que les facteurs exogènes de l'expansion de la violence, c'est l'ouverture aussi que notre société a sur le monde et la perception aussi qu'on a de cela et de peut-être l'absence de régulation. Le docteur parlait tout de suite de l'utilisation des NTIC, du numérique, dans la propagation de certaines violences à travers le numérique. Mais il faudrait comprendre que cette ouverture que nous avons sur le monde, pardon, elle est bénéfique, elle a sa face bénéfique, mais elle a également sa face négative. Donc, il faudrait juguler ces deux faces et trouver le juste milieu et que les pouvoirs puissent se donner le pouvoir de réguler l'ouverture qu'on a sur le monde, donc sur la mondialisation, et rester vraiment dans les fondamentaux de notre culture, tout en s'ouvrant à la contemporanéité, tout en s'ouvrant au monde, tout en essayant pas de copier, mais en tout cas de reproduire ce qu'il y a de bon dans ce qu'on trouve dans cette ouverture-là. Donc, voilà un peu, moi, à mon avis, ce qui nous permet de comprendre pourquoi les réseaux sociaux sont, pardon, les violences faites aux femmes sont encore plus propagées, et surtout à travers les réseaux sociaux. Pourquoi beaucoup de femmes se trouvent aujourd'hui violentées et il y a beaucoup de violences psychologiques, émotionnelles. Il y a également une autre explication, c'est l'absence de répression, on va dire, assez forte de ces types de violences, de ces nouveaux types de violences qu'on retrouve maintenant et qui ne sont pas forcément prévus par le code pénal, ou encore moins, et avec beaucoup de bonheur, nous avons reçu la loi sur la cybercriminalité, et dont la mise en œuvre est en train d'être faite depuis un certain temps à travers le tribunal de la Commune 4. Donc, on se dit, aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse davantage et qu'on ait le courage d'arriver à un système juridique renforcé qui va permettre aussi de réprimer pour J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous reçoit. Voilà. Donc, je disais qu'il fallait, je termine sur ce point-là, qu'il fallait donc réfléchir à comment faire un plaidoyer, en tout cas un plaidoyer participatif et inclusif, pour avoir un cadre juridique assez renforcé qui prenne en compte les nouveaux types de violences auxquelles les femmes sont confrontées, afin que la justice puisse pleinement jouer son rôle et la justice puisse donner, en tout cas, l'alerte et donner, en tout cas, on va dire, les leçons à tirer à tous les auteurs qui seront amenés à commettre ces types de violences à l'endroit des femmes. Ok, merci Nadia, merci pour ces réponses. Donc, nous retenons que les contextes VBG sont soutenus par notre société qui est à la base patriarcale. Donc, merci pour ces explications et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont connectées. Je vous rappelle, le thème, c'est la lutte contre les VBG à travers les technologies dans l'espace francophone. Nous allons poursuivre avec les questions. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les mentionner dans le chat et après on y reviendra. Aïchatoun,
Je vous rappelle que Aïcha Toune est la promotrice de co-design. Vous, en tant que femme dans les technologies, avez-vous été déjà victime d'un cas de VBG? Bonjour encore et merci Kala, merci à tous ceux qui nous suivent et merci à Maître Nadia, à Monsieur Togo pour ces très belles interventions. Et on retient déjà la présence des VBG. Alors, les violences basées sur le genre se retrouvent aujourd'hui dans toutes les sphères, il faut le dire. C'est vraiment un peu partout. Et que ce soit dans le domaine de la technologie, un peu partout, nous sommes vraiment dans une société où souvent, je vais peut-être dire en termes, le fait de ne pas lâcher les gens, de ne pas laisser les gens faire les choses comme ils veulent, ce sont des choses qui ramènent généralement les contextes du VBG. Alors, des VBG, pardon. Donc, par rapport à mon expérience en tant que femme dans les technologies, vous savez, nous sommes au Mali et je suis sûre que c'est un peu comme ça dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest et peut-être même dans différents pays de l'Afrique. Déjà, il y a de ces choses qui sont que la société prédispose déjà pour la femme. Vous voyez déjà la jeune fille au Mali et un peu partout en Afrique. Et déjà, en fait, son avenir entre griffes est déjà dessiné. C'est une jeune fille qui peut-être ne va pas faire des longues études, elle va quand même étudier. Voilà, je pense que généralement, les parents souhaitent ça. Elle va faire quelques études, mais à la limite, elle ne va pas faire des trop longues études ou bien faire des études entre griffes trop compliquées. Et lorsque la jeune fille essaye de se faire un chemin dans un monde ou bien dans une filière déjà étiquetée, filière généralement masculine, vous allez voir que cette jeune fille est découragée de façon générale. Souvent, ce n'est pas vraiment méchant, mais c'est déjà la famille qui essaye d'abord. C'est une manière pour la famille d'essayer de protéger cette jeune fille en lui disant, et tu sais, voilà, lorsque tu vas essayer de faire telle filière, tu vas peut-être rater le bac, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors que lorsque tu vas essayer d'aller vers des filières jugées entre griffes plus faciles, tu as plus de chances de réussir. Alors que les jeunes garçons d'habitude sont encouragés à faire des études techniques, des études scientifiques, parce que déjà, on leur donne assez confiance en eux et on leur dit clairement, tu peux le faire. Alors que la jeune fille, même si elle essaye de le faire, en fait, il y a un poids qui est là parce que déjà, à force de lui dire que c'est compliqué, à force de lui dire que c'est difficile, à force de lui dire que lorsque tu es une femme, ça va être compliqué, ça crée, ça crée quelque chose en elle et ça va briser sa confiance en elle. Généralement, ça se passe comme ça. Et vous allez voir des filles très brillantes au départ, voilà, des filles très brillantes, mais dont les rêves seront brisés généralement par les parents les plus proches. Alors maintenant, pour revenir à ta question qui est vraiment très précise, est-ce que personnellement, j'ai été victime de VBG dans le monde des technologies? D'une façon ou d'une autre, je peux dire oui. De manière directe ou indirecte, oui. Déjà, le fait qu'il y a pas mal de discrimination, le fait que lorsque, en tant que femme entrepreneur numérique, lorsque tu présentes un projet, en fait, la première question qu'on te pose, c'est vraiment toi qui as développé ça. En fait, il y a déjà une sorte de... on dirait qu'il n'y a pas de légitimité, en fait. Lorsque c'est une femme, il y a des doutes. Vous voyez? Donc, ce sont des petites remarques, peut-être que les gens ne considèrent pas, mais ce sont des choses qui blessent, qui peuvent blesser. Et généralement, ça peut même faire perdre confiance en une personne. Donc, voilà, pour ne pas être vraiment très longue, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et c'est le lieu de dire bravo et merci à Maître Nadia pour tout ce que voilà, elle, son équipe et voilà, sont en train de faire pour quand même qu'il y ait des solutions contre tout ce qui est VBG. Et c'est le lieu aussi de remercier mon association Mousodef pour tous les combats que nous sommes aussi en train de mener pour un peu quand même réussir aujourd'hui à minimiser, à diminuer. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre fin à tout ce qui est violence basée sur le genre. Merci. Merci Aïcha Toune. Merci pour ces réponses. Donc, nous allons retenir qu'il existe toujours une discrimination des femmes
les femmes sont toujours soumises à des manques de confiance qui sont infligés en quelque sorte par leur propre entourage. Merci pour ces réponses. Alors, je reviens à Maître Nadia. Maître Nadia, nous aimerions savoir, y a-t-il des projets de loi contre les VBG au Mali? Alors, par rapport au projet de loi, il y a l'avant-projet de loi pour la prévention, la répression et la prise en charge des survivantes de VBG. C'est un avant-projet de loi qui a été élaboré depuis 2016 à 2017, qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Notre fondation, qui a commencé ses activités en 2019 par un vibrant plaidoyer pour amener les acteurs à se pencher sur cet avant-projet de loi afin de l'amender en vue de son adoption en tant que loi, en tant que projet de loi, ensuite de loi, a commencé en 2019, en juillet 2019. Donc, nous avons analysé nous-mêmes cet avant-projet de loi pour y déceler tout ce qui pourrait être un frein à son adoption, à son processus normal d'adoption. Parce que pour un projet de loi élaboré depuis 2017, en 2019, on n'en parlait presque plus. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons faire ce plaidoyer pour que nous puissions amener tous les acteurs à se pencher sur la question, à l'analyser et à l'amender s'il y a lieu, et ensuite à faire en sorte qu'il soit adopté. Alors, à part cet avant-projet de loi qui est assez spécifique sur la question des violences basées sur le genre, je n'en connais pas d'autres. Les dernières incompréhensions et contestations soulevées de part et d'autre à travers les différents acteurs religieux et surtout religieux ont mis un bémol sur la question. Ce bémol a fait qu'on est à un stade de stagnation. On ne sait pas si le projet il est retiré officiellement ou en tout cas il est mis en stand-by. Bref, c'est que le processus est certainement en train de se restructurer au niveau du département de la femme. Donc voilà, nous sommes à ce stade, mais par contre, nous avons un code pénal qui a été réformé en 2001 avec le code de procédure pénale, qui même en ce moment est en train de subir une autre réforme. Il n'est pas encore adopté. Et ce code pénal déjà prévoit des infractions qui sont qualificatives, qui reposent sur des violences qu'on peut qualifier de violences basées sur le genre ou de violences faites aux femmes et aux filles. Et parmi ces infractions, nous avons tout ce qui concerne les homicides, les meurtres, les assassinats, les homicides involontaires, les coups et blessures volontaires qu'on appelle généralement CBV, qui sont caractéristiques de violences physiques et qu'on retrouve très généralement dans les foyers et plus particulièrement, en tout cas à forte prépondérance dans les foyers conjugaux, dans le mariage. Nous avons des violences sexuelles, notamment le viol, l'attentat à la pudeur, déjà prévus et punis et réprimés, qualifiés crime dans notre code pénal. Donc, à défaut d'avoir une loi spécifique sur certaines questions spécifiquement qualifiables de violences basées sur le genre, nous avons quand même notre code pénal qui, certes, doit être réformé pour prendre en compte pas mal de types, je le disais dans mon premier propos, de nouveaux types de violences que les femmes rencontrent. Le harcèlement n'est pas prévu.
et beaucoup d'autres types de violences caractérisées dans cet avant-projet de loi. Même en matière d'entretien d'enfants, une infraction est prévue dans le code pénal par rapport à tous les parents qui ne s'occupent pas dignement de leurs enfants ou qui ne les entretiennent pas dignement. Je vous donne un exemple rapide. Dans des affaires matrimoniales, généralement en matière de divorce, vous allez trouver que des couples, donc le divorce est prononcé entre le couple et une obligation d'entretien est mise à la charge du mari. Et parce que donc il y a divorce, le mari refuse de subvenir donc à l'entretien de l'enfant et à payer la pension. Tout cela a une connotation pénale dans notre code pénal. Donc, à défaut d'avoir cette loi, ce précieux outil, qui va certainement être un élément, une réponse adéquate à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons les codes, nous avons la loi sur la cybercriminalité adoptée en décembre 2019 qui aujourd'hui au moins permet de réprimer toutes les violences on va dire d'injures publiques à travers les réseaux sociaux, donc à travers Je pense que le micro qui est ouvert n'aide pas du tout à la conversation. Voilà. Donc, toutes les violences, la loi sur la cybercriminalité permet aujourd'hui de réguler l'espace numérique, tant bien que mal, en prévoyant et en réprimant les injures commises à travers un instrument numérique, on va dire comme ça pour paraphraser. Nous avons également la loi sur les données personnelles, les données à caractère personnel, qui permettent de préserver au moins ces données personnelles qui sont souvent l'outil matériel pour perpétrer les violences à travers les instruments numériques. Et donc, nous avons également une loi sur le code de l'enfant qui prévoit aussi des dispositions pénales pour que les devoirs des parents envers les enfants ne sont pas respectés par les parents. Et même le code du mariage et le code des personnes et de la famille, qui était avant le code des mariages et de la tutelle, qui a été maintenant, depuis 2011, réformé en code des personnes et de la famille, qui prévoit un certain nombre de droits pour la femme, notamment l'autorité parentale est désormais exercée par le père et la mère, ce qui n'existait pas avant. Un nouveau mode de divorce, une nouvelle procédure de divorce par consentement est aujourd'hui permise depuis 2011. Pas mal d'éléments, en tout cas pas mal de droits ont vu le jour grâce aux efforts et à la lutte de nos prédécesseurs. Toutes ces femmes pionnières qui ont œuvré pour que les droits de la femme malienne soient renforcés. Donc, nous avons cette pléthore d'actes, on va dire, des textes législatifs et réglementaires qui existent, certes, qui prévoient des dispositions qui peuvent déjà permettre d'avancer. Et c'est ce que les tribunaux font jour et nuit et que nous portons devant eux justement pour avoir une réponse judiciaire. Mais il faudrait encore que le Mali puisse être au diapason des normes sous-régionales et internationales auxquelles il s'est engagé, parce qu'il faut rappeler que le Mali a signé des traités, a signé des accords, des protocoles, le protocole de Maputo, tous les traités internationaux qui promeuvent les droits de la femme et qui infligent au pays une certaine protection des droits de la femme. Donc, il faudrait aujourd'hui que tous ces textes internationaux aient un texte de transposition nationale qui, lui, va certainement prévoir des sanctions lorsque, justement, des individus seront en déphasage de ce que ces textes prévoient. Donc, c'est ce qui explique le plaidoyer que la Fondation, dont j'ai l'honneur d'être la présidente, mène depuis 2019 pour l'instauration d'un cadre législatif assez renforcé de protection des droits des femmes au Mali, à travers l'élaboration et l'adoption
d'une loi protectrice, que ce soit l'avant-projet contesté ou pas, d'une loi protectrice qui pourrait nous servir d'arme pour pouvoir mieux défendre les intérêts et les droits des femmes. Ce que je voulais dire sur ce point pour finir, c'est que certes, nous avons aussi ces textes qui existent, qui déjà permettent d'avancer, mais il y a aussi le problème de l'application concrète de ces textes. Donc ça aussi, c'est un autre domaine qui permet d'interpeller tous les partenaires de justice qui ont la main à la pâte, d'être assez courageux pour donner force à la loi, donc pour pouvoir appliquer les textes et donner une réponse judiciaire lorsqu'ils sont saisis des cas de violence faites aux femmes. D'accord, merci pour ces réponses. Donc, malgré qu'on n'ait pas une loi en tant que telle, on remarque qu'il y a pas mal d'avancées, ce qui présente déjà une lueur d'espoir pour les femmes victimes de VBG. Donc, merci. Alors, Aïchatoun, Oui. pourrais-tu répondre à la question suivante? Comment se manifestent les VBG en ligne? OK. Bon, alors je pense que Dr Togo en avait dit assez par rapport à ça. Les VBG en ligne, généralement, commencent par le harcèlement. Ce sont des messages mal déplacés. Le fait que souvent la personne n'a pas forcément envie de répondre à des questions et il y a des questions qui viennent, il y a des questions qui viennent. Le fait de forcer la conversation, déjà, ça commence par ça, en fait. Plus loin, ça peut aller loin. Il y a de ces personnes mal intentionnées aussi avec qui tu peux peut-être avoir une bonne base de communication parce qu'il faut aussi le dire, les réseaux sociaux, généralement, ou bien Internet, généralement, il n'y a pas que du mal, il y a aussi des bonnes choses qui peuvent s'y passer. Mais généralement, tout ce qui est VBG en ligne ou bien harcèlement en ligne commence par ça, commence par le fait que ça peut être une personne se faisant passer pour une bonne qui commence par lancer la conversation. Lorsque la confiance va s'installer, il y aura sûrement une VBG qui va venir, peut-être une rencontre. Suite à ça, il y aura une violence faite à la personne qui a accepté le rendez-vous. Ça peut aussi être le fait de juste rester en ligne, mais avec des messages déplacés, des paroles blessantes et tout ça. Donc, les VBG en ligne, de façon générale, se manifestent comme ça. Mais le tout commence par ces messages déplacés, envoi des photos, voilà. D'accord. Merci de nous avoir éclairé sur ce point. Alors, jusque-là, nous parlons de VBG. Mais quelle a été la réponse innovante de Moussoudef sur la VBG? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Sur ce point, Madame Konta Daouda, membre de Moussoudef et détentrice d'un master énergétique et d'une licence professionnelle en eau et environnement, nous en dira plus. Konta. Merci, Kala. Bonjour à toutes et à tous. Avant ça, je pense qu'il y a une qui a levé la main. Je ne sais pas Kala, ça serait quoi que la personne pose sa question dans le chat ou bien tu mets la parole. Je vois une main levée. Oui, exactement. Que la personne... C'est bon? Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein. On y reviendra. OK, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatmata Konta. Je m'en vais vous parler de la solution innovante que Moussoudef a développée dans le cadre de la lutte contre les VBG. C'est une application mobile qui informe et sensibilise basée sur le genre. D'ailleurs, je vous invite à aller télécharger l'application sur Play Store.
Japo. Marguerite. Continue. Voilà, l'application VBG informe et sensibilise sur la violence basée sur le genre. Ça permet aussi de dénoncer des cas de VBG et il y a aussi une prise en charge pour les sanctions. Continue. Les objectifs de l'application sont entre autres informer les différents types de VBG existants, faciliter la reconnaissance de ces violences, Awa Sidibé, iPhone de Diara, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? voilà, s'il vous plaît. Informer sur les endroits où se rendre en cas de violence, fournir un espace de discussion anonyme entre victimes afin Quentin. de s'exprimer. Oui, Pardon, on va fermer les micros. pardon. Je t'arrête, désolé, mais il faut qu'on ferme les micros pour que tu puisses bien faire ta présentation. Awa Sidibé. C'est OK, on a désactivé leur micro. OK, on était aux objectifs, Marguerite. Voilà, ils sont fournir une assistance psychologique aux victimes en mettant à leur disposition des psychologues, servir de canal de communication et d'information pour les différentes structures évoluant dans le domaine, faire une cartographie des différentes zones de violence, servir d'outils de collecte de données. Les fonctionnalités de l'application sont entre autres, il y a 3 options d'alerte. C'est-à-dire, on a appliqué le plan de référencement des sous-clusters VBG afin que les victimes puissent appeler directement le service de prise en charge le plus proche de leur localité. Il est aussi multilingue. Il y a des choix de langues disponibles, à savoir le français et des notes vocales en soninké, Peul et Bambara. Au sein de l'application, il y a l'illustration graphique de chaque rubrique de l'application. Il y a aussi une alerte COVID pour informer et sensibiliser sur le coronavirus avec des images d'illustration, des notes vocales et par écrit aussi. Marguerite? Voilà, ça c'est l'accueil de l'application. Voilà l'illustration graphique de chaque rubrique de l'application. Je parlais de multiples langages de l'application. Il est écrit en français aussi, il y a des notes vocales plutôt, des notes vocales en langue bambara, Peul et soninké. L'application, après la première version mise en ligne, il y a eu des nouveautés là-dessus. Il s'agit des 3 méthodes de dénonciation qui sont les numéros verts de la police, le système de référencement des sous-clusters VBG. Il y a aussi alerte SMS et email aussi.
Toujours parmi les nouveautés à la décentralisation de l'application, c'est-à-dire appliquer le plan de référencement des sous-clusters afin que les victimes puissent appeler directement les services de prise en charge le plus proche de sa localité. À part Bamako, il y en a pour toutes les régions du Mali. Il y a la prévention COVID, une fonctionnalité sur la COVID-19 qui explique brièvement les mesures à respecter dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Il y a aussi une fenêtre de messages clés. C'est un ensemble de messages clés donnant plus de détails sur le cas de VBG et les sanctions qui s'en suivent. Des messages élaborés dans le but de pousser les victimes à briser le silence. En plus de ces fonctionnalités, il y en a qui sont en cours. Nous aimerions intégrer un espace anonyme. C'est un endroit où les victimes pourront échanger avec les psychologues et spécialistes du cas de VBG. L'application de sa mise en ligne jusque-là, voici quelques résultats. Donc, on a une application disponible en note vocale et en langue locale. Il y a eu plus de 90 000 personnes touchées, y compris les réseaux sociaux, plus de 800 utilisateurs actifs. Il y a eu plus de 7 000 élèves et étudiants qui ont été sensibilisés sur le VBG en milieu scolaire. Il y a eu 20 cas d'alerte de VBG lancés via l'application. Il y a aussi 143 activités sur les cas de VBG. Alors, comment contribuer à la vulgarisation de l'application? Il s'agit de le télécharger, il est sur Play Store, de partager les liens de téléchargement autour de soi, en parler dans son entourage, partager les publications sur les réseaux sociaux avec son cercle d'amis. Ça va vraiment aider à la vulgarisation de cet outil innovant. Alors, les perspectives qu'on aimerait intégrer dans l'avenir, et il s'agit de toucher les personnes qui vivent en milieu rural, notamment les femmes, à travers des activités et programmes bien spécifiques. Étendre les fonctionnalités vocaux aux autres parties de l'application. Développer d'autres contenus de communication, audio, vidéo et autres. Booster le nombre de téléchargements à travers des campagnes, jeux, concours, etc. Assurer la durabilité d'un tel projet à travers des équipements, une équipe qualifiée, aussi de l'hébergement. Nous aimerions aussi appliquer le plan de référencement sous cluster VBG au niveau sous-régional, etc. Alors, il y aura aussi des thématiques à intégrer plus tard. Il s'agit des thématiques sur la santé, l'éducation et la culture.
Je suis au terme de ma présentation et je vous remercie vraiment pour votre attention. Et vos questions sont les bienvenues. Merci, Quentin, pour cette présentation. Si toutefois vous avez des questions par rapport à l'application ou des incompréhensions, vous pouvez les mentionner dans le chat. Alors, Maître Nadia, quelles sont vos impressions sur l'application 0VBG? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je demandais quelles sont vos impressions sur l'application 0VBG. Mes impressions, c'est que je suis doublement, comment vous dire, je suis doublement émerveillée par le travail que vous faites à Moussodev et je crois que je l'ai manifesté à Moussodev. Nous avons même entamé un partenariat que nous avons ficelé, dont il reste simplement à définir un contenu qu'il faudra désormais mettre en œuvre. Je pense que c'est un outil qui va beaucoup aider dans la lutte contre les violences faites aux femmes au Mali. Je pense que c'est un exemple qui pourra être reproduit ailleurs également. Et si la vulgarisation de l'application est faite à bon escient, à bonne échelle en tout cas, je pense que désormais, nous pourrons être sûrs que les cas de dénonciation et les cas de dénonciation vont nous permettre de rapidement documenter les différents cas de VBG pour pouvoir accélérer la prise en charge, accélérer la réponse, les réponses en tout cas holistiques qu'il faut pour aider une survivante ou une victime de VBG. Également, c'est un outil qui permettra aussi de prévenir la commission des VBG et à travers son contenu qu'il faudra vraiment alimenter, mettre à jour et surtout la fonctionnalité langue locale va beaucoup aider. Parce qu'un autre défi dans la lutte contre les VBG, c'est aussi cette inclusivité qu'on doit surtout mettre en exergue. Il faudrait que tous les messages qui sont diffusés pour la lutte contre les VBG, tous ces messages puissent être compris par la population cible, par les victimes cibles ou les potentielles victimes. Et donc, la fonctionnalité vocale qui est désormais disponible va permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est certainement avec beaucoup d'emphase que nous allons pouvoir ensemble l'utiliser pour lutter efficacement contre les violences. En tout cas, je vous félicite et je vous encourage à continuer à performer cette application. Notre fondation est disponible avec nos experts pour vous donner le contenu juridique nécessaire à alimenter les informations contenues dans l'application. Et en tout cas, je vous dis bravo. Et c'est un outil développé par des jeunes femmes que vous êtes. Vous avez compris ce qui peut être... vous avez mis en exergue, en tout cas, vos compétences. Et c'est un exemple que vous donnez à vos sœurs qui vous suivent au Mali et au-delà du Mali pour qu'ensemble, nous nous donnons la main dans une synergie d'action pour lutter efficacement contre les VBG. En tout cas, bravo. Merci. Déjà, Maître Nadia, nous tenons à vous remercier car à travers votre fondation qui est un partenaire privilégié, nous arrivons à accompagner les femmes victimes de VBG grâce à votre aide. Donc, tout ce qui est juridique, nous avons votre assistante par rapport à ça et nous tenons vraiment à vous remercier. Un grand merci à vous. Parmi les questions, je vois, il y a une question qui est adressée
Là, ton micro est désactivé. Ok. Quentin, il y a une question pour toi. Tu peux répondre à cette question parce que ton micro était désactivé. Ok, je réponds à la question. Cette application est-elle disponible pour tout le monde ou c'est juste réservé à la population malienne? Ok, merci pour la question. L'application n'est pas réservée juste à la population malienne. Elle est disponible pour tout le monde. Je l'ai évoqué dans la présentation. Nous aimerions étendre les contenus et les conformités à ce que l'utilisation puisse aussi se faire dans la sous-région. Sinon, elle n'est pas restreinte aux Maliens seulement. C'est pour tout le monde. D'accord, merci. Et Y a-t-il d'autres questions? Je vais juste ajouter une phrase à ce que Quentin vient de dire. Oui, Je vas-y, pense que c'est le lieu d'inviter déjà tous ceux qui nous suivent et puis vous dire merci déjà voilà, pour ce temps. Et comme elle l'avait dit, en fait, c'est une application déjà, au-delà du fait qu'aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est avec les perspectives, ça viendra, mais aujourd'hui, c'est la population malienne qui peut quand même lancer tout ce qui est alerte. Mais il faut aussi dire que c'est une application sur laquelle aujourd'hui, vous pouvez apprendre. Vous pouvez, je vais activer ma vidéo en même temps. C'est une application sur laquelle aujourd'hui, vous pouvez apprendre. Vous pouvez découvrir, vous pouvez savoir c'est quoi une VBG et dans quel cas précis nous sommes confrontés à une VBG et comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que victime ou pas, nous pouvons aussi aider une personne victime de VBG. Et vous me recevez? Voilà, et nous avons, comme Maître Nadia vient de le dire, nous avons l'accompagnement vraiment de la ERA Fondation, qui est la fondation de Maître Nadia, et nous sommes accompagnés par d'autres structures aujourd'hui qui nous permettent d'avoir du contenu vraiment fiable. Donc aujourd'hui, grâce à l'application Zéro VBG, même si hors du pays, hors du Mali, vous n'êtes pour le moment pas apte à lancer des cas d'alerte, vous pouvez quand même vous renseigner, savoir c'est quoi une VBG et découvrir tout ça. Merci à Cheikhoun. Y a-t-il d'autres questions? Si vous avez des questions, mentionnez-les dans le chat. Avez-vous des questions? Déjà, je vous invite tous à télécharger l'application Zéro VBG. Alors, pour parler de VBG, Kala, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Peut-être que Quentin peut... En fait, on demande si l'application est déjà fonctionnelle. Bon, déjà, oui. Comme on l'avait dit, vous pouvez télécharger l'application déjà. Donc, c'est une application qui est en ligne depuis 2018. Et en fait, nous travaillons de façon continue sur l'application. À chaque fois, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des mises à jour. Donc, l'application est déjà fonctionnelle.